Je m'appelle Alice Casagrande, je suis conseillère en charge de la lutte contre les maltraitances auprès du ministre des Solidarités. Ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais avoir le plaisir de faire le lien entre les intervenants qui vont prendre la parole ce matin. Et je vais commencer très rapidement et sans attendre par appeler, si elle le veut bien, Madame Sylvie Volo. Merci Madame Volo, je vous en prie. Sylvie Volo qui fait partie de l'association collectif Famille EHPAD 42 et autres départements. C'est presque ça. Je la laisserai préciser tout ça. Madame Volo, vous avez la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Monsieur le ministre, Madame la directrice de cabinet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. À travers nos voix de famille, merci de la donner à nos parents en EHPAD, qui sont aussi peut-être les vôtres, pour ouvrir ces états généraux. Notre collectif a été créé à Roanne, dans la Loire, en juin 2020. Il est né de la rencontre entre des familles effondrées et révoltées par les mesures drastiques prises à l'encontre des résidents lors et à l'issue du premier confinement, et très inquiètes à l'idée que ces enfermements puissent se reproduire. Depuis, devenue une association loi 1901, apolitique, non confessionnelle et sans but lucratif, il compte une centaine d'adhérents ayant des proches en EHPAD publics et privés sur l'ensemble du territoire. Nous avons rejoint l'association AVEC, association Vieillir Ensemble en citoyen, en juin 2022. Nous nous mobilisons pour témoigner des dysfonctionnements et alerter les autorités compétentes. À travers les témoignages reçus, nous voulons être des témoins de terrain, afin de faire entendre, en dehors des murs des EHPAD, la réalité de vie des citoyens qui y résident. À ce jour, nous ne voulons plus entendre que des EHPAD restreignent encore les droits de visite de 14h à 18h, voire 16h30. Nous rappelons que les personnes qui y résident, même sous tutelle, sont d'abord et avant tout titulaires de droits imprescriptibles. Il est donc incompréhensible d'avoir à subir ces contraintes d'horaire. Nos parents ne sont pas en prison. Si le texte ministériel du 6 décembre dernier interdit de supprimer les visites en cas de grippe ou de Covid, nous témoignons que certaines directions ont fermé dernièrement aux visites pendant 10 jours en confinant malades et non malades pour quelques situations de gastro-entérite. Il faut sortir les EHPAD de la logique tout sanitaire. Nous ne voulons plus nous sentir dépossédés de nos proches. Nous demandons à être tenus au courant des soins qui leur sont apportés. Nous attendons d'un EHPAD de la bienveillance et un accompagnement adapté. Est-ce être exigeant que de demander pour nos parents le respect de l'hygiène et du soin apporté au corps, une apparence physique digne, comme un vêtement adéquat pour la saison ? Nous ne voulons plus entendre la souffrance de nos parents suite à une douleur signalée. Nous sommes choqués d'entendre cette parole de professionnels. Vous savez, les personnes âgées ne ressentent pas la douleur comme nous. Ou encore, qu'elles sont douillettes ou capricieuses. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la difficulté d'accès aux soins en EHPAD. Quand certains de nos parents n'ont plus de médecin traitant, qu'il n'y a pas de médecin coordinateur, ou qu'un médecin de garde a refusé de voir 6 résidents malades faute de temps, il a fallu trier les dossiers pour que ce médecin en examine 2. Où est l'éthique ? Nous dénonçons les pressions de certaines directions sur les résidents et familles quand ces dernières signalent des faits de maltraitance institutionnelle. Comment recevoir ces mots d'une résidente à sa fille ? Depuis que tu as parlé au service, des aides-soignantes font mon lit sans me dire bonjour. Elles auraient plus d'attention si j'étais un chien. Nous voulons être force de proposition et demandons, avec un texte ministériel clair et sans équivoque, la liberté d'aller et venir pour tous. Quel que soit le virus, n'enfermons plus nos parents. En s'appuyant sur le rapport de Mme Claire Hédon ou sur l'exemple allemand, nous sollicitons l'augmentation du ratio soigné-soignant pour arriver à 8/10, afin que les soignants ne soient plus eux-mêmes maltraités et deviennent, comme certains le confessent à leur tour, maltraitants. Que répondre à cette aide-soignante ? Quand l'équipe est au complet, c'est 11 toilettes de 8h30 à 11h environ, soit
16 minutes par résident. Parfois, j'ai vu des collègues habiller des résidents encore mouillés. Il y a des moyens de prévenir la maltraitance. Comment ? En prenant en compte la voix des familles qui connaissent les habitudes de leurs parents, avec un contrôle régulier des autorités de tarification, pour s'assurer que le projet de vie personnalisé et que le CVS soit mis en place partout. Il serait aussi impératif de donner aux familles une voix exécutive au CVS. Dans la refonte du système EHPAD, nous proposons la création d'un comité directoire collégial tripartite, famille, résidents, direction. Il faut en finir avec ce pouvoir de police de la direction. Enfin, prendre en compte la parole des familles, c'est leur donner la possibilité d'avoir un référent ARS dédié aux EHPAD afin qu'elles ne soient plus dans la crainte d'un signalement et soient réellement entendues, en présence d'un tiers et de la direction. En conclusion, à nous tous d'œuvrer, dès le plus jeune âge, en famille et à l'école, pour changer le regard de la société sur la personne âgée. Nous croyons que nos parents peuvent garder jusqu'au bout leur capacité de vie et d'autonomie. C'est faire le choix, à leur service, d'une solidarité nationale globale et donc financière. Monsieur le ministre, comment ne pas être en phase avec vous quand vous avez écrit « L'humanité ne se négocie pas ». Permettez-nous d'ajouter « l'humanisme non plus ». Merci de votre écoute et de votre travail dans les semaines à venir que nous suivrons avec la plus grande attention. Merci Madame Holo. Merci beaucoup Madame. J'appelle désormais Anne-Sara Cartudo, si elle le veut bien, fondatrice et directrice de l'association Droit Pluriel, à prendre la parole. Bonjour Anne-Sara, bienvenue. Merci. Et là, merci. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chère Alice Casagrande, chers militants, mesdames et messieurs, je suis effectivement directrice de l'association Droit Pluriel. Alors vous connaissez sans doute l'association Droit Pluriel. Nous avons la seule permanence juridique 100% accessible. C'est-à-dire que notre équipe de juristes et nos 180 avocats répondent gratuitement sur tout le territoire à toute personne en situation de handicap qui souhaite connaître leurs droits. Parce qu'effectivement, quand on n'entend pas, quand on ne communique pas à l'oral, quand on ne peut pas se déplacer, c'est compliqué de connaître ses droits, de rencontrer un avocat, de porter plainte ou de suivre une audience jusqu'au bout. Alors, pourtant, et peut-être à cause de ça aussi, surtout, ces personnes-là, ces 12 millions de personnes en situation de handicap sont encore plus que les autres victimes de toutes formes de maltraitance et de violence. Nous avons le pouvoir de faire changer ça aujourd'hui, à travers notamment ce travail des États généraux. Je voudrais vous dire qu'une république digne de ce nom doit permettre à toutes les personnes en situation de handicap de se défendre et d'être à égalité. Maintenant, je voudrais vous dire ce que nous recevons sur les retours de la permanence juridique Agir Handicap. Alors, je ne vais pas vous parler très longtemps du dossier de Cynthia Chevalard. Cynthia est cette mineure qui a été retrouvée morte dans des conditions obscures dans son IME, Institut médico-éducatif. 5 mois après, ses parents n'ont toujours aucune explication et rien n'a bougé dans l'Institut. Je vous ai transmis le dossier, Monsieur le ministre, la semaine dernière. Je voudrais en revanche vous parler de Marie, la situation de Marie qui nous est arrivée. Marie est adulte, c'est une jeune femme. Elle a été violée 1 fois, 2 fois, 3 fois par son collègue dans son ESAT. Les ESAT sont des établissements dans lesquels travaillent les personnes en situation de handicap,
dont on a reconnu qu'elle ne pouvait pas travailler en milieu ordinaire. Elle a été violée 3 fois par cet homme, et là non plus, il ne s'est rien passé. La police n'a pas voulu prendre la plainte avant que Marie consulte un psychologue. Cette obligation, elle est nulle part dans la loi. L'ESAT a éloigné finalement, au bout du 3e viol, l'agresseur, en l'inscrivant à un stage pour le mettre un peu plus loin, mais finalement, les mois passant, ils l'ont fait revenir. Alors, Marie est victime de violences, de 3 viols, de 3 crimes, et Marie est victime de maltraitance, maltraitance par la police qui refuse de la traiter en sujet de droit, maltraitance également par son établissement, les AT, qui ne la protègent pas. Madame la ministre, monsieur le ministre, je crois que nous avons aujourd'hui la possibilité de changer ça pour que ça n'arrive plus jamais. Parce qu'il y a Marie, mais il y a tous les autres aussi. Vous avez la possibilité de changer ça en exigeant une formation de toutes les forces de l'ordre au handicap, en exigeant une formation de droit pour toutes les personnes, les professionnels qui entourent les personnes en situation de handicap, afin que ces millions de personnes soient traitées comme des sujets de droit, comme des personnes humaines à égalité avec les autres. C'est ça que nous attendons. Maintenant, je ne voudrais pas laisser croire que la maltraitance est le seul fait d'individus sur le terrain mal formés, peu compétents, peu engagés. Ce n'est pas tout à fait la vérité. La bientraitance a un coût, vous le savez, et quand en institution ou à l'extérieur, les personnes qui viennent aider pour tous les gestes du quotidien les personnes en situation de handicap, ces travailleurs qui viennent les habiller, les laver, les nourrir, etc. Ma collègue juste avant l'a dit déjà, mais quand on s'occupe de 10 personnes en 1 heure, c'est difficile d'être bien traitant. Quand ces travailleurs vont d'un domicile à l'autre, d'une maison à une autre, d'un appartement à un autre, souvent avec une rémunération en dessous du SMIC, c'est difficile aussi d'être bien traitant. Donc la bientraitance, c'est un enjeu institutionnel d'égalité des droits. Madame la ministre, monsieur le ministre, nous attendons beaucoup de ces états généraux. Nous attendons des vraies réponses pour que la formation et les moyens mis sur la table permettent que les personnes en situation de handicap soient traitées à égalité comme des êtres humains, comme les autres. Alors, le secteur associatif, en tout cas droit pluriel, si votre intention est de faire bouger les choses et de permettre une vraie égalité, nous allons travailler avec vous, vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Sara Cartudo. Madame la ministre. Bien, monsieur le ministre, cher Jean-Christophe, mesdames, messieurs, je salue toutes les personnes des associations présentes et puis je vous salue toutes et tous. Bon, nous vivons un moment important dans ce lancement des états généraux des maltraitances. Et moment important parce que pour moi, en charge du handicap, cela revêt une importance majeure. Cette démarche fait écho, bien sûr, à l'interpellation du comité du suivi de la CIDH, puisque en son article 16, l'ONU met l'accent sur le droit de toute personne en situation de handicap de ne pas subir exploitation, violence ou maltraitance. La maltraitance, elle peut être institutionnelle, elle peut être liée aux personnes qui accompagnent, ou aux pères, vous en avez parlé, madame, à l'instant. Elle peut se faire aussi dans le cadre familial, dans le cadre privé, dans l'espace public, au domicile. Donc les situations sont variées. La maltraitance, en fait, génère des violences. La maltraitance est une chose, mais c'est elle qui génère les violences.
les violences qui peuvent être physiques, qui peuvent être psychologiques, violences sexuelles également. Et je veux que nous ayons des points d'attention majeurs pour les personnes et les publics et les personnes en situation de handicap. Je remercie Anne-Sara Kertudo pour ses propos qui mettent en exergue la spécificité des personnes en situation de handicap, leur vulnérabilité potentielle. Et je crois que nous devons aussi entendre les inquiétudes qui ont été transmises par la délégation interministérielle à l'autisme, qui ont été transmises aussi par les membres du Comité national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH. Et plusieurs points d'attention concernant des sujets majeurs, concernant les majeurs en situation de handicap, puisque ces états généraux concernent des maltraitances, concernent les majeurs. C'est vrai que moi j'ai du mal à faire des frontières entre les jeunes et les adultes, mais bon, les choses sont ainsi. Et nous traiterons bien sûr les maltraitances et les violences des mineurs dans un autre cadre, et ça doit être un continuum. Et je crois que plusieurs choses doivent être soulignées pour les personnes en situation de handicap. Et doivent attirer notre attention. D'abord, les chiffres inquiétants d'études documentées sur les violences physiques et sexuelles faites aux femmes en situation de handicap nous montrent que ce sujet est très important et en tout cas doit retenir toute notre attention, et nous devons agir avec une énergie farouche. Dire aussi qu'il n'y a pas que des femmes, puisque dans les victimes, 25% dans certaines études sont des hommes. Dire aussi qu'il est difficile, et vous l'avez dit, Madame Kertudo, pour des personnes pour qui l'expression verbale est peu ou pas accessible, de pouvoir exprimer les sujets. Mais je veux que ces personnes sachent qu'elles ont des droits et que nous entendons bien faire en sorte que ces droits soient respectés et que nous serons à leur côté dans le sens de leur choix et de leurs compétences, bien sûr, et que nous ne laisserons pas les droits devenir lettres mortes sous prétexte qu'ils rencontrent une difficulté à les exprimer. Et puis, un autre facteur doit attirer notre attention dans ces états généraux des maltraitances, c'est l'autodétermination, qui est quelque chose de formidable pour les personnes en situation de handicap, et bien sûr que nous portons avec force à leur côté, et qui est un moment où on fait des choix, et on tente des choses, où on assume des difficultés, où on apprend tout simplement à vivre dans la société comme tout un chacun. Eh bien, cette autodétermination, ça induit un droit au risque aussi en définitive. Eh bien, on doit pouvoir choisir les risques que l'on prend et ne pas être condamné à vivre dans la peur de sortir, de subir des humiliations ou des brimades, ou encore de ne pas recevoir la visite que l'on attend, ou que le matériel dont on a un impératif besoin eh bien, n'est tout simplement pas là pour pouvoir assumer cette vie et cette détermination personnelle à faire les choses. Donc tout cela fait partie un peu des spécificités des personnes en situation de handicap, et je veux véritablement que dans ces états généraux des maltraitances, cela soit aussi envisagé sous ces angles, et avec surtout ce prisme important qui est devant nous. Alors cette démarche sera collective et j'en suis très heureuse. Elle engagera tous les membres de la société, dont les personnes handicapées elles-mêmes. Nous y tenons bien sûr, leurs proches, les associations qui les représentent, les services publics, parce qu'il n'y a pas de réalité de la vie autonome dans la violence ou dans l'oubli de l'autre, bien entendu. Et je souhaite vraiment que ces états généraux puissent donner des mesures très concrètes. Nous devons rappeler les droits, mais nous devons aussi aboutir à quelque chose de très concret, afin qu'ils puissent se mettre en œuvre de façon rapide, efficace,
sur le terrain, que ce soit dans le domaine de la prévention, de la formation, du repérage, de l'écoute, du droit tout simplement, bien entendu, et du droit, de la justice, bien sûr, qui sont absolument essentiels. Donc, une tâche importante est devant nous et je vous remercie à toutes et tous de participer à cette œuvre collective qui doit être absolument essentielle. Et dans le domaine qui est le mien, cher Jean-Christophe, eh bien, je serai très très attentive, bien sûr, au déroulé de ces états généraux à tes côtés pour bien que ceci soit une œuvre utile pour les personnes en situation de handicap. Monsieur le ministre Jean-Christophe. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les parlementaires qui sont à distance, puisque vous êtes ici en présentiel, mais il y a de nombreuses personnes qui nous suivent à distance, donc qu'ils soient salués. Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer en remerciant nos deux intervenantes voilà, pour leur témoignage. Je sais que vous l'avez fait avec du cœur, je sais que vous l'avez fait aussi avec beaucoup de confiance. Cette confiance, elle nous oblige et vous pouvez compter sur notre détermination et notre engagement à Geneviève Darrieussecq et à moi pour que vos mots soient utiles et se transforment demain en action. Je crois que c'est ça aussi les états généraux de la maltraitance que nous avons souhaité avec Alice Casagrande. C'est d'abord de donner la parole à ceux qui sont concernés, à ceux qui vivent au quotidien avec les personnes concernées pour que nous puissions changer les choses. Madame la ministre, vous l'avez dit dans votre propos, c'est un jour qui est important, qui est attendu, je crois, depuis longtemps, depuis trop longtemps, depuis de nombreuses années. Et je suis vraiment heureux de pouvoir vous accueillir ce matin. Heureux, je ne sais pas si on peut le dire, parce que ce sont des sujets qui en général sont très difficiles, mais on peut les aborder, je crois, aussi avec optimisme et avec l'optimisme farouche de ceux qui souhaitent, en s'engageant, vraiment pouvoir changer les choses. Je crois qu'on partage avec Madame Darrieussecq le sentiment qu'il y a urgence. Et je sais aussi que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Il faut qu'on lutte contre les maltraitances faites aux adultes vulnérables. C'est l'une des priorités que je me suis fixée dans le cadre du mandat qui m'a été donné par le Président de la République et la Première ministre, et donc vous pouvez compter sur ma détermination pour aller au bout. Les maltraitances, ce sont des violences, des négligences qui surviennent dans un contexte de vulnérabilité particulière. Une personne qui attend le concours d'une autre, d'un proche, d'une institution, car il ne peut pas résoudre seul une difficulté ou faire face à une tâche. Depuis quelques années, ce mot parfois dur à prononcer a pris de plus en plus de place dans nos esprits, dans les médias et dans les échanges entre les professionnels. Les chiffres recueillis par le Crédoc à notre initiative il y a quelques mois sont éloquents. En novembre 2022, les Français plaçaient les maltraitances au second rang de toutes les inquiétudes, juste après la maladie grave. Naturellement, plus ils se disaient vulnérables, isolés, en difficulté sociale ou de santé, et plus ils se disaient inquiets à ce sujet. Nous pourrions parler de tous les facteurs qui ont conduit les Français à un tel niveau de peur, mais notre devoir, c'est de répondre aux 63% d'entre eux qui demandent une action plus forte de l'État. Cette action, nous avons décidé non pas de la construire pour, mais de la construire avec, et c'est l'objet des états généraux des maltraitances que nous lançons aujourd'hui. Chacun a son expérience de la participation. J'ai pour ma part forgé la mienne à la Croix-Rouge française. J'en ai compris toute l'importance, toute l'efficacité dans la construction des solutions et des politiques publiques. Dès ma prise de fonction il y a quelques mois, j'ai demandé aux administrations, mais aussi aux instances de travailler ensemble et de nous faire des propositions. Aujourd'hui, avec ces états généraux, nous ouvrons une nouvelle étape, celle de la mobilisation générale, citoyenne. Cette étape, je souhaite qu'elle soit aussi celle de la libération de la parole, essentielle à toute avancée. Nous ne pouvons plus nous contenter de circuits administratifs, aussi performants soient-ils, s'il n'y a personne pour lancer les alertes. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'inspecter les structures,
de vérifier les pratiques si le mal n'est pas nommé en premier lieu. Les solutions se trouvent aussi dans la prévention et le repérage précoce, dans les nouvelles pédagogies associant les publics et leur savoir expérientiel. Elles se trouvent dans le travail sur les dilemmes professionnels, dans la coopération des administrations et des gestionnaires d'établissements. Elles s'enracinent dans la créativité des équipes, dans la justesse des appuis et les répits offerts aux proches aidants. Avant de lancer nos travaux, je voudrais soulever ou répondre ici à 3 malentendus. Le premier, lorsque j'entends parler de maltraitance, on dit souvent que ce serait accuser, stigmatiser un secteur, pointer du doigt certains professionnels. Or, avant d'être individuelle, et vous l'avez très bien dit, cette maltraitance est organisationnelle. Elle correspond à ces trous dans la raquette des parcours, à ces outils qui enferment les représentations. En somme, à des insuffisances ou à des manquements collectifs. À domicile, parce qu'il faut parler du domicile, elle survient au sein de la cellule familiale, et pas seulement dans le face-à-face d'un professionnel et d'une personne. À l'approche de la journée du droit des femmes, dans quelques jours, le 8 mars, je tiens à vous rappeler un chiffre effarant. 20% des féminicides concernent des femmes de plus de 70 ans. L'urgence est là et nous devons agir. Alors je veux aujourd'hui néanmoins avec vous porter une vision positive, celle que je rappelais dans mon introduction, et optimiste. Ouvrir le débat sur les maltraitances, c'est combattre ce qui fait du tort à tous, c'est mieux regarder des situations dans leur complexité, et ce n'est certainement pas accuser des professionnels. Je le redis ici parce que ça m'a souvent été reproché, et je pense qu'on peut tous être d'accord avec cela. Le deuxième malentendu que je souhaite soulever, c'est l'idée que parler des maltraitances va nuire à l'image de tout un secteur, empêcher des recrutements, et on sait combien aujourd'hui les métiers du social, du médico-social, de la santé manquent d'attractivité. Décourager aussi les jeunes générations de travailler auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Je suis convaincu que c'est précisément l'inverse. L'enquête du Crédoc le montre, les jeunes qui sont indignés par l'injustice, qui marchent pour le climat, qui dénoncent toutes les stigmatisations, sont justement parmi ceux qui sont les plus sensibles aux questions de maltraitance et qui souhaitent agir. Ce débat sur les maltraitances est leur débat avant d'être le nôtre. Souvent, la jeune génération nous a précédés pour lancer les alertes. Sachons répondre à leurs attentes. Par ailleurs, je suis convaincu qu'ils resteront d'autant plus longtemps dans ces métiers qu'ils auront connu sur leur terrain de stage, d'apprentissage, des pratiques respectueuses du droit et des personnes. Nous ne voulons pas seulement attirer dans ces métiers, nous voulons créer des vocations durables. J'ai été employeur et je le sais, nous ne pourrons relever ces défis dans des organisations où règne l'omerta, où la pesanteur hiérarchique décourage les plus engagés, où l'on ne peut pas surmonter les différences en équipe. Il nous faut décloisonner, parler et restaurer la confiance. Enfin, le troisième malentendu que je veux lever, c'est contre ceux qui disent que l'État serait le premier des maltraitants et que ce serait donc un comble que ce soit lui qui porte ce sujet. Moi, je crois en toute lucidité que ce sujet doit être porté de manière plurielle, parce que tout commence avec les personnes concernées, car ce sont elles qui d'abord savent et peuvent. C'est bien pour cela que le comité de pilotage des États généraux est composé de 4 personnes, élues dans des instances représentatives des usagers, dans le champ de la lutte contre les exclusions, du grand âge et du handicap. L'État doit organiser, mais il ne peut le faire sans un appui de méthode et sans un garant de neutralité, de la qualité et de l'intégrité de ses travaux. C'est le sens de la présence également dans le suivi de ces États généraux de Mme Audrey Richard-Ferruggi, représentante de la Commission nationale du débat public, autorité indépendante au sein de ce comité de pilotage. Elle suivra toutes les concertations et veillera à ce que toutes les contributions soient respectées dans le rapport final. Enfin, l'État, ce sont les élus de la République. Et c'est pourquoi j'ai demandé à 2 parlementaires connus pour leur engagement de longue date pour combattre les maltraitances sous toutes leurs formes, la députée Annie Vidal et le sénateur Bernard Bonne, de nous rejoindre et d'intégrer ce comité de pilotage. Je les remercie par avance pour leur confiance et d'avoir accepté cette lourde tâche. Alors maintenant, avant de conclure, vous dire quelques mots de la façon dont vont se dérouler ces États généraux. On va se donner 5 mois pendant lesquels les personnes concernées et les professionnels se réuniront pour apporter leur contribution.
5 mois pendant lesquels 2 groupes de travail seront installés pour travailler d'une part sur le repérage précoce des situations de maltraitance à domicile et l'orientation des victimes, et d'autre part sur la mobilisation des forces de l'ordre et de la justice pour mieux répondre et surtout mieux prévenir ces maltraitances. J'en profite pour les remercier de leur engagement, forces de l'ordre et de la justice. Je sais qu'il est déjà extrêmement important. Vous êtes plusieurs ici dans cette salle à les représenter, et c'est important de dire qu'aujourd'hui, nos forces de l'ordre, la justice, sont pleinement engagées dans ce combat pour lutter contre les maltraitances. 5 mois enfin, où tous ceux qui le souhaitent, toutes les associations, les collectifs citoyens, les fédérations, pourront faire leurs propositions. Nous organiserons également 4 webinaires dans les prochaines semaines pour permettre à tous de connaître le cadrage et les attendus des contributions. Ces états généraux, je souhaite qu'ils donnent aussi toute leur place aux chercheurs. Ce sera notamment le cas avec le colloque du REIACTIS sur l'inclusion des personnes âgées à Strasbourg le 10 mars prochain, mais aussi grâce à la participation des équipes de l'IFROS et du laboratoire de recherche du GHU Paris Neurosciences, avec qui nous partagerons les premiers enseignements de leur recherche prochainement, et je le remercie par avance pour leur contribution. Associations ou collectifs du champ du handicap, de l'âge, de la lutte contre la pauvreté et les exclusions, tous sont les bienvenus dans cette contribution. Je crois à la participation et je crois aussi à l'émulation et à la prise d'initiative. C'est cela qui donnera un résultat efficace à ces états généraux des maltraitances. À la fin du mois de juin, un rapport final nous sera remis et viendra clore les états généraux en juillet. À l'automne, je présenterai une stratégie nationale de lutte contre les maltraitances. Pour conclure, permettez-moi de vous dire tout l'espoir que je place dans cette démarche que nous avons méthodiquement conçue. Toute la conviction que nous mettons avec mes collègues, en particulier avec Geneviève Darrieussecq, dans cette mobilisation générale et interministérielle qui est la seule possible pour réellement changer la donne. L'honneur d'une société se mesure à la place qu'elle accorde aux personnes les plus fragiles, vous m'avez souvent entendu le dire. L'inverse, c'est une société qui ne regarderait pas les maux qu'elle inflige aux plus fragiles d'entre les siens, qui fermerait les yeux sur les plus cruelles des violences, sur les atteintes aux droits de ceux qui, moins que d'autres, peuvent les nommer et les faire cesser. Accepter de regarder en face, de nommer, c'est un premier pas. Il faut décrire, comprendre les mécanismes à l'œuvre pour proposer des pistes nouvelles, repenser les ressources humaines et les façons de former, diriger les établissements ou encore de les organiser et de les financer. Comme cela a été le cas pour les violences faites aux femmes et les maltraitances envers les enfants, nous gagnerons tous à cette démarche de vérité et de solution en faveur des adultes les plus vulnérables. Vulnérables, nous le sommes tous, et nous le serons tous et toujours. Ce n'est pas des autres dont il s'agit, mais de chacun d'entre nous. Je vous remercie.